découvert la tombe la plus haute en altitude. La première fois qu'elle parut hors du sol, elle était totalement enveloppée. Nous ne pouvions apercevoir Sacsayhuaman n'est pas seulement un des plus grands sites archéologiques au Pérou, mais aussi dans l'Amérique du Sud, et couvre des centaines d'hectares. La plupart des visiteurs n'y voient que les 3 murs en zigzag et ne se rendent pas compte que le site est énorme. Bien sûr, une large partie fut construite par la grande culture inca. Toutefois, nous trouvons des preuves qu'il y a eu une culture qui lui précéda, avec une technologie qui lui était supérieure, qui lui était de loin plus élaborée que les ciseaux de bronze et les marteaux de pierre employés par les Incas. Mais ce que nous savons aussi maintenant, c'est que partout où se trouvaient ces anciens sites mégalithiques, c'est là qu'en général les Incas avaient tendance à construire leurs temples principaux, ou dans d'autres sites, tels qu'ici, à Sacsayhuaman. Il y a des éléments qui montrent que cela est aussi le cas de Machu Picchu et Ollantaytambo. Avec cette vue en hauteur, on peut aborder le site de façon inédite. À la droite, ici, vous voyez ces surfaces surélevées, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, toutes créées par cette mystérieuse civilisation qui précéda les Incas de plusieurs milliers d'années, qui étaient donc ces peuples anciens d'avant la fonte des glaces. Les traces que l'eau a laissées à travers le temps démontrent que cet ouvrage fut réalisé il y a plusieurs milliers d'années, longtemps avant l'établissement de la société Inca. Nous survolons le site où nous pouvons prendre la mesure du travail pour réaliser ces ouvrages mégalithiques. Habituellement, les visiteurs ne voient que ces 3 murs et pas le reste des constructions sur cet immense site archéologique. Certaines des pierres utilisées pour bâtir ces murs en zigzag peuvent peser jusqu'à 200 tonnes, provenant d'une montagne loin derrière du massif se trouvant à gauche. Comment cela a-t-il pu être accompli? Avec cette perspective de ce que nous voyons au premier plan ainsi qu'à celui du fond, ce sont des aspects de Sacsayhuaman qui est seulement partiellement excavé. Il reste beaucoup de choses encore à découvrir à l'avenir. Et le cercle que vous voyez sur la gauche, c'est là que cette histoire débute. À l'échelle de ces énormes murs mégalithiques, nos impressions sont incroyables. Ce sont les pierres mégalithiques les plus larges de cette zone. Rappelons que
Certaines pèsent jusqu'à 125 tonnes. Juste derrière, nous voyons la cité de Cusco, qui au temps des Incas comportait près de 250 000 habitants. Au temps de la conquête espagnole, cette cité était plus grande que n'importe quelle ville d'Europe. Pour ceux qui ont la chance de voyager, si vous passez par le Pérou, ne vous limitez pas uniquement à visiter les murs d'enceinte et la ville, car il y a bien plus à voir encore sur cet immense site où les vestiges montrent une Amérique plus ancienne qu'on ne veut l'avouer. Lorsque l'explorateur américain Hiram Bingham arriva à Machu Picchu en 1911, il ne se doutait pas qu'il allait mettre à jour une des civilisations les plus extraordinaires du genre humain. En effet, la construction de Machu Picchu, qui fut effectuée vers l'an 1400, peut être comparée à celle de la Grande Pyramide en termes de complexité et d'ingénierie. Les 172 bâtisses visibles sur 20 hectares ne représentent que la partie émergée d'une construction phénoménale. Les flancs de la montagne comportent un énorme système de drainage qui permet d'évacuer les 40 millions de litres d'eau de pluie tombant chaque année sur le site, ce qui a permis d'éviter sa dégradation. Une autre prouesse technique est la création d'un réseau de captage et de filtration des sources d'eau dans la montagne et sa distribution dans la ville via 16 fontaines. Sur certaines de celles-ci, de façon extraordinaire, il est possible de modifier le flux de l'eau simplement avec le doigt. Personne ne peut expliquer comment cela fonctionne. C'est un des nombreux mystères entourant les connaissances de l'élite Inca. Aujourd'hui, les historiens ont peine à imaginer les techniques que les constructeurs ont utilisées pour bâtir ce site, et en particulier celles qu'ils ont mises en œuvre pour amener sur place et ajuster au millimètre près d'énormes pierres dont certaines pèsent plusieurs centaines de tonnes. La cité fortifiée d'Ollantaytambo. C'est un lieu de culture et de religion constitué d'immenses terrasses qui surplombent la vallée. Face à la cité, un pic surnommé Pinkwiluna. C'est là où des représentations de la culture littéraire inca avaient lieu, dont le drame Ollantay. Ceci est un des plus grands complexes Inca et pré-Inca mégalithiques dans tout le Pérou. Ce que vous voyez n'est qu'une infime partie de ce qu'est Ollantaytambo, car c'est tout à fait immense. Encore une fois, nous remarquons un mélange de ces ouvrages mégalithiques tels que ces blocs
qui ne sont pas à leur position originale. Vous voyez aussi le travail de terrassement imposant là. Ce sont des débris d'une structure mégalithique qui s'est effondrée du sommet de la colline. Au-dessus du grand escalier géant, au milieu, ces pierres ont été mises là par les archéologues. Quand nous observons leurs proportions et l'étrangeté de leur taille, comme si elles étaient de simples mottes de beurre et que leur surface eût été simplement talochée. Ce que vous observez là, c'est la fondation rocheuse de cette zone. C'est une sorte de sédiment compact fait d'organismes marins ou d'ardoise. Nous avons des blocs faits d'un type de granit appelé royalite. Bien sûr, ces blocs ont censé avoir été transportés tout à travers la vallée sacrée du Pérou. Quant à cet autre mur, il semble mégalithique, mais en fait c'est une reconstruction par les Incas à partir d'anciens blocs. Ici nous avons un mur typique des reconstructions de l'époque Inca à partir de roches locales et de granit royal. Ici nous avons un système de fontaines Inca. Nous constatons à grande échelle ce qu'est Ollantaytambo, étant l'un des sites archéologiques les plus impressionnants du Pérou ainsi que de Bolivie. Puis, nous arrivons à cette bien curieuse fontaine. Les Incas étaient des ingénieurs très surprenants. Ils ont conçu un tour de passe-passe. Lorsque l'eau s'écoule loin du rebord, il suffit de passer le doigt pour que l'eau s'écoule le long du rebord directement. Et pour que l'écoulement revienne en forme de jet, on passe simplement le doigt encore une fois et l'eau se colle à la paroi. Ce phénomène s'appelle la tension de surface et le système de terrassement massif des Incas. Ceux-ci ont environ 3 mètres de hauteur par terrasse. Et voici un aspect mégalithique curieux que les Incas ont transformé en un cadran solaire. C'était simplement fait pour utiliser les marqueurs afin de spécifier des jours particuliers dans l'année, spécialement les solstices et les équinoxes. Dès que nous pénétrons plus à l'intérieur du complexe Inca, en y regardant de plus près, on voit ces étranges coupes anciennes dans le sédiment. Nous ne savons pas où se trouvent les pierres qui ont été déplacées, mais quelle est la technologie qui permet ce genre d'ouvrage? Le site comporte plusieurs temples, dont le temple du soleil, construit d'immenses blocs de granit rose, taillés en carrière et transportés sur place. Sur les pierres sont sculptés les 3 symboles de la cosmogonie andaise, le ciel, Anan Pacha, la terre, Ke Pacha, et le monde souterrain, Uku Pacha. Au nord du site, on trouve plusieurs fontaines, dont l'une est surnommée Baño de la Nusta, le bain de la princesse. Sur les flancs du Pinqui Luna, un curieux édifice surnommé l'instrument de musique à vent, dont on ignore encore de nos jours la fonction. Des théories existent, comme nous l'explique le guide péruvien José Luis Leo. Et je vous ai dit l'autre jour exactement que le Quechua, pour mettre les pierres sur place, il faisait des rampes ou des terrasses. Vous pouvez regarder en bas. La rampe qu'ils ont fait en pierre pour mettre ces pierres-là. Et un archéologue allemand, il est venu ici à Cusco l'année 1959 pour
essayé avec les mêmes techniques des Quechua pour savoir comment ils faisaient pour bouger les pierres et aussi mesurer la quantité de personnes qu'il savait besoin. Et il a fait l'expérimenté ici, à Ollantaytambo. Et selon lui, pour bouger une pierre, pour chaque tonne, on avait besoin de 15 personnes. Mais d'après cette théorie, pour manipuler des pierres de 300 tonnes, comme celle des murs de Sacsayhuaman, une autre construction phénoménale sur les hauteurs de Cusco, il aurait fallu utiliser 4500 personnes par pierre. Cela semble d'autant plus incroyable quand on sait que ces murs mesuraient plus de 10 mètres de haut à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Comme cela se fait encore actuellement dans les Andes, les Incas utilisaient la terre d'adobe comme matériau de construction. Et pour hydrofuger les bâtiments, ils employaient le jus d'un cactus. Donc, ils ont fait des constructions, la fondation en pierre pour le faire plus résistant. La deuxième moitié de construction, c'était en terre, en adobe, des briques en terre qu'on voit partout. Et cet endroit-là a été construit l'année 1440 à peu près. Donc, c'est 6 siècles presque. Tous ces briques en terre ont résisté la pluie, pas de problème. Parce que les Quechua, ils râpaient ces cactus avec de l'eau et comme ça, le brique devient élastique et imperméable. Mais qui sont donc les bâtisseurs de génie qui ont érigé ces constructions cyclopéennes? Lorsqu'on parcourt le Pérou et qu'on observe les populations actuelles, Indiens Quechua ou Aymara, on a peine à imaginer que ce sont leurs ancêtres qui ont été les créateurs de ces sites magnifiques. Mais c'est sans compter sur leur élite et leurs empereurs, les Incas, qui ont été les cerveaux de ces réalisations grandioses. Ces Incas, héritiers de plus de 4000 ans d'évolution dans le massif des Andes, ont créé avec l'aide des peuples qu'ils ont soumis le plus grand empire que le continent américain ait connu. Ils ont construit des villes et des monuments extraordinaires dans la plus grande chaîne de montagnes du monde, sur des territoires situés à des altitudes supérieures à 3000 mètres, là où nous, pauvres randonneurs, avons peine à nous mouvoir tant l'oxygène est raréfié. Des murs construits par les Incas, à peu près 5 à 10% du site est mégalithique et tout le reste est Inca. C'est comme ce que nous constatons à Machu Picchu. Ici encore, nous passons devant un autre mur de la période Inca. Nous voyons ces fascinantes constructions à l'arrière-plan, totalement détruites, que ce soit des Espagnols ou une sorte de cataclysme, nous n'avons aucune certitude. Regardez la taille de ce linteau sur le côté droit. Les marches de cet escalier a été construit par les Incas à partir d'anciens blocs mégalithiques. Parce que, encore une fois, ceci est une construction typique Inca, en contraste avec ce que nous regardons ici. Maintenant, nous grimpons. Ollantaytambo est beaucoup conçu en 3 dimensions. Remarquons l'aspect plutôt brut de l'escalier Inca. Les marches ne sont pas complètement nivelées à la même hauteur chacune, rendant la montée un peu laborieuse. Nous sommes au niveau le plus haut du complexe d'Ollantaytambo, qui est un de ses aspects majeurs. Afin de contrôler et d'organiser cet empire long de plus de 4000 km et qui compta jusqu'à 6 millions d'âmes, les Incas vont créer un réseau de 40 000 km de routes et chemins qui sont toujours utilisés actuellement. Sur ces routes, pour transmettre les informations ou les ordres de l'Inca, des messagers couraient à toutes jambes en se relayant. Grâce à ce système postal, les informations parcouraient jusqu'à 400 km en une journée. Ce n'est qu'après la redécouverte de Machu Picchu que les scientifiques du monde entier ont essayé de comprendre cette civilisation extraordinaire dont les technologies dans certains domaines dépassent celles du XXIe siècle. Non, ceci n'est pas ce que vous croyez.
c'est une des 600 espèces de pommes de terre que les Incas ont développées, portant à 3000 la quantité totale existant actuellement au Pérou. Ils connaissaient aussi les propriétés de nombreuses plantes médicinales que les botanistes d'aujourd'hui redécouvrent, parfois avec surprise. Cuando hacían sus grandes conquistas, los hombres, los soldados no iban a abusar a sus mujeres como han hecho los chilenos con nosotros. Ah, claro. Entonces, claro, esto les daban y ya su libido sexual, antitestosterona. Il raconte que les Quechua utilisaient cette plante-là pour donner à l'armée, pour éviter que les soldats fassent on va dire des conneries quand ils vont conquérir. Les Incas pratiquaient également la trépanation, comme l'attestent de nombreux crânes découverts. Ils possédaient des techniques de coloration des laines au moyen d'agents végétaux ou minéraux et étaient passés maîtres dans l'art du tissage, art que les Quechua maîtrisent encore parfaitement aujourd'hui. Vamos a hacer hervir media hora. En la segunda agua esto. Y cuando ponemos con limón, ah, ça c'est pour fixer. Donc là, pour fixer la tonalité verte, il faut mélanger avec cette sorte de pierre. C'est une pas sorte de d'argile. soufre, ça? Oh. Non, c'est une sorte d'argile. Dans le domaine de la météorologie, il aurait été possible de prévoir le temps à court terme en fonction du son du tonnerre lors des orages. Et d'après certains scientifiques, les pierres Intihuatana, présentes sur divers sites, dont Machu Picchu, et qui étaient taillées de façon bizarre, étaient de véritables stations d'observation astronomique et météorologique qui leur permettaient de prédire le climat à plus long terme. Le symbole représentant la philosophie inca est la croix andine ou chacana, qui reproduit la constellation de la Croix du Sud et qui est présente partout sur les monuments incas. Son origine remonte à plus de 4000 ans. À première vue, cette croix est assez simple. Les 4 branches de la croix représentent les 4 provinces de l'Empire inca et les 4 points cardinaux. Mais en fait, cette croix témoigne de connaissances importantes en mathématiques et en astronomie, et elle contiendrait plusieurs constantes mathématiques de base. Et enfin, chose extraordinaire, la diagonale a pratiquement le même angle d'inclinaison que l'axe de la Terre. À ce propos, il est d'ailleurs ahurissant de constater que les murs incas avaient une inclinaison de 13 degrés à des fins parasismiques et que la latitude de leur capitale Cusco était de 13 degrés sud. Était-ce un hasard? Plus qu'un symbole, cette croix réunit à elle seule toute l'organisation, les règles de vie et la religion du monde inca. En particulier l'organisation du travail, selon 3 tiers, pour sa famille, pour la communauté et pour l'empereur. Ici encore, une construction inca, Ollantaytambo ainsi que Machu Picchu ont été des sites fondés par les Incas. Autour de ruines préexistantes mégalithiques, voici une autre large terrasse construite par les Incas. Ce n'est pas non plus des murs nécessitant une grande ingénierie, mais cela représente tout de même un travail colossal. Et maintenant, comparez les escaliers construits par les Incas à ce mur. C'est comme la nuit et le jour. Peu importe qui furent ces bâtisseurs, ils devaient sûrement avoir un genre de haute technologie. Encore une fois, comparons les marches d'escalier à ces murs. Pendant que nous montons, nous approchons de la plus ancienne construction mégalithique. La pierre se nomme Rhyolite, le granit royal. C'est très dur. Notons comment les joints sont parfaitement imbriqués. Les coins sont d'une précision incroyable. En continuant d'avancer, on voit ce qui reste des constructions mégalithiques. Il apparaît qu'une sorte de cataclysme eût endommagé les structures. Lorsque nous progressons un peu, nous constatons les travaux de réparation Inca. Une fois de plus,
l'incroyable précision de l'ajustement de ces mégalithes. Ces jointures sont aussi tridimensionnelles, c'est comme des marshmallows pressés les uns contre les autres. Au-delà du niveau actuel de notre technologie, sur la droite, se tenait un mur tel que celui qui se trouve à gauche, qui s'est effondré dû à un terrible tremblement de terre dans le lointain passé. En passant par cette porte, on aperçoit les constructions incas au sommet et les énormes blocs de pierre de ce qu'ils appellent le temple du soleil, bien que nous n'avons aucune idée de sa fonction en son temps. Les Incas l'ont transformé en un temple du soleil, bien qu'à la base, nous ne savons pas à quoi il servait jusqu'à présent. Ici, nous avons un exemple de pierre incisée par ce peuple des mégalithes avec une ancienne technique qui nous échappe encore. Le mur de façade à la droite est construit à même la montagne, ce qui l'a laissé quasi intact lors des cataclysmes. Notons la précision avec laquelle sont placés ces ajustements, ainsi que la technique utilisée. Et la carrière de cette pierre se trouve juste sur le sommet de cette montagne. Il n'y a littéralement aucune piste qui mène à la carrière. Ces parties sont plus complexes que les autres constructions Incas, et ici à l'arrière, nous notons qu'ils ont remis certains des blocs de mégalithes à leur place, tout en comblant. Ici aussi, cette section du mur est intacte. D'autres pierres mégalithiques ont été remises en place que les Incas ont stabilisées. Sur la droite, on voit qu'ils étaient capables de déplacer certains des blocs mégalithes, de les positionner relativement bien sans pour autant être en mesure de les assembler. Ils comblaient, là encore, avec les débris des décombres, les parties entre. Telle est la complexité d'Ollantaytambo. La religion des Incas dit que l'univers est un et a été créé par un dieu blanc et barbu, Viracocha. Que toute chose de cet univers est vivante et passe successivement du monde inférieur de la mort au monde des vivants, et ensuite dans le monde supérieur des esprits pour recommencer dans un cycle sans fin. Le concept de la présence de vie en toute chose impliquait que les volcans étaient des personnes vivantes et ombrageuses, dont il importait de calmer les éruptions en sacrifiant des enfants et adolescents sur leur cime. C'est le cas de la fameuse momie Juanita, retrouvée sur le volcan Ampato en 1995, et d'autres enfants découverts sur le volcan Jujaijaco. Ce peuple vouait aussi un culte extrême à leurs ancêtres momifiés, qu'ils considéraient comme toujours vivants dans le monde inférieur. C'est ainsi que les empereurs incas momifiés restaient propriétaires de leurs terres, même après leur mort. Les fêtes et les repas étaient partagés en présence de la momie, qui recevait vêtements neufs et nourriture. En ce qui concerne l'origine des Incas, la légende et la réalité se confondent. On sait que les Incas tenaient leur savoir de civilisation plus ancienne, et en particulier, comme l'attestent les signes trouvés sur certaines pierres, de la civilisation mystérieuse de Tiwanaku, près du lac Titicaca. Les ruines de la cité de Tiwanaku, située à 3840 mètres d'altitude, comportent des monolithes encore plus importants que ceux des Incas et travaillés encore plus finement. Des murs formés de sortes de Legos gigantesques, préfabriqués et ajustés au millimètre, sont faits de pierres d'andésite, si dures que même avec nos techniques du XXIe siècle, il serait extrêmement difficile de les reconstruire. Les chercheurs se perdent en conjectures sur l'origine et la nature de cette civilisation inconnue, et les hypothèses les plus folles circulent, comme celle du professeur Poniatowski, qui affirme que cette ville serait la plus vieille ville du monde
avec 12 000 ans d'âge. Les hiéroglyphes de la Porte du Soleil comme étant un calendrier vénusien et qui constatent que les êtres représentés sur cette porte n'ont que 4 doigts. Sans cautionner ces hypothèses, on doit cependant admettre que l'étude de la civilisation Inca nous fait découvrir un monde mystérieux, mais aussi une des plus brillantes civilisations dont la disparition est en partie imputable à des siècles de persécutions commises par les conquistadors. Nous voici à Palenque, une des cités les plus importantes du pays maya. Palenque se distingue par ses glyphes, c'est-à-dire le système d'écriture qu'utilisaient les Mayas pour raconter l'histoire de leurs dieux, de leur univers et de leurs rois et reines. Les temples illustrent l'écriture glyphique maya et il en existe de nombreux et célèbres exemples. Quel meilleur endroit qu'un temple pour partir à la découverte des Mayas? Je suis au sommet du temple des inscriptions, le mausolée érigé à la mémoire de Pakal. Derrière moi, on aperçoit l'entrée de son tombeau et tout autour, des inscriptions justifiant son règne. L'écriture maya se compose de quelques 800 glyphes connus. Certains représentent des chiffres, d'autres des syllabes et quelques-uns des concepts. L'histoire du déchiffrement des glyphes mayas débute en 1832, lorsqu'un épigraphiste découvre que les barres et les points de certaines inscriptions représentent des chiffres. À la fin du 19e siècle, nous sommes en mesure d'affirmer que ces glyphes se lisent en colonnes de 2, de gauche à droite et de haut en bas. Il faudra attendre les années 1950 pour mieux comprendre les inscriptions. Jusque-là, la plupart des spécialistes croyaient que chaque glyphe représentait une chose en particulier. Il s'avère en fait que, dans bien des cas, ils correspondent à différentes syllabes de la langue maya. Yuri Knorozov, a Russian. C'est un Russe, Yuri Knorozov, qui propose pour la première fois une façon de déchiffrer la langue maya à partir d'un document rédigé en espagnol par Diego de Landa, l'évêque du Yucatan. Landa avait écrit un traité sur la culture maya au XVIe siècle qui comprenait un syllabaire, ou plutôt ce qu'il appelait un alphabet des hiéroglyphes mayas. Knorozov reconnaît cependant qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un abécédaire. L'écriture maya ne repose pas sur un alphabet, mais plutôt sur des syllabes. Ainsi, chaque symbole correspond à une unité consonne-voyelle. Au lieu d'écrire B, pour la lettre B, on écrit ba et ainsi de suite pour B, bi, bo et bou. On a donc différentes combinaisons de consonnes-voyelles dans son alphabet. Knorozov les reprend et les applique au contenu du codex de Dresde. Les logogrammes sont essentiellement des pictogrammes, des représentations graphiques. Un glyphe peut donc représenter un mot entier. Il y a aussi des signes syllabiques à valeur phonétique. Prenons l'exemple bien connu du mot Balaam, qui signifie jaguar. On peut écrire le mot jaguar en gravant un hiéroglyphe représentant l'animal, et cela suffit pour transcrire le mot Balaam. Il existe aussi une autre façon d'écrire Balaam. On utilise un signe hiéroglyphe correspondant à la syllabe ba. On prend le phonème ba, le nénuphar, et on l'associe à 2 autres signes phonétiques. On combine ainsi un glyphe ayant la valeur phonétique la, la, avec la syllabe ba. En dessous, on ajoute un autre signe phonétique, ma. M-A. Phonétiquement, le mot se prononce Balama.
Le sanctuaire à l'intérieur du temple du soleil à Palenque est orné de 3 panneaux gravés, dont 2 sont couverts de glyphes. Au centre, on voit des armoiries et le dieu jaguar de l'inframonde. Les hiéroglyphes du panneau de gauche font allusion à la mythologie, tandis que ceux de droite retracent des événements historiques. La traduction de tels panneaux nous a permis de mieux comprendre l'intérêt que portaient les rois aux grands événements mythiques. Les Mayas accordaient beaucoup d'importance à tout ce qui était arrivé à leurs ancêtres. C'est Tatiana Proskoriakov, une émigrée russe installée aux États-Unis, qui repense complètement le problème. Proskoriakov a une idée remarquable. Elle propose de réexaminer les dates et les schémas répétitifs qu'on remarque sur un site donné et de les comparer à l'iconographie des stèles sur lesquelles ils sont gravés. Elle découvre que ces éléments répétitifs entre les dates correspondent aux grands événements de la vie, naissance, accession au trône et décès. Elle remarque aussi qu'ils correspondent de façon étonnante aux différents groupements de stèles du site de Piedras Negras. À partir de cette conclusion, elle avance ce qu'elle appelle l'hypothèse historique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intervalles dans la vie d'individus et que les individus en question sont les souverains du site. Les épigraphistes ont réussi à montrer que les glyphes décorant le palais de Palenque non seulement relatent des récits mythologiques, mais célèbrent aussi la naissance et la mort de personnes réelles et des événements militaires. Dans les inscriptions gravées sur les monuments de cette cour, et plus précisément les glyphes de l'escalier, Pakal nous relate les événements des siècles précédant son règne, les grandes batailles qu'a dû livrer Palenque. Si nous pouvons maintenant déchiffrer de nombreux textes, leur sens continue de nous échapper. Cela tient au fait qu'ils sont empreints de contexte, de religion, d'idées, de conflits politiques, ce qui fait la richesse des documents historiques. À mon avis, pour faire de nouvelles avancées, il faut trouver des personnes qui maîtrisent à la fois le contenu et l'épigraphie. En étudiant les deux ensemble, elles pourront voir à quel point il est tout aussi important de comprendre la substance, le matériel que les mots écrits et la complexité de la paléographie, le déchiffrage de cette écriture.